Bonjour, on va se poser une question simple aujourd'hui. Au-delà des programmes et des diplômes, qu'est-ce qui fait vraiment la différence dans une salle de classe? On va explorer ensemble cette fameuse boussole intérieure de l'éducateur. C'est cette éthique, souvent invisible, qui est pourtant, vous allez le voir, le véritable pilier de l'enseignement. Bien sûr, maîtriser sa matière et avoir de bonnes techniques, c'est essentiel. Personne ne dit le contraire. Mais et si ce n'était pas tout? Et si la vraie clé, elle se trouvait à un niveau beaucoup plus profond, au cœur même de ce qui définit un enseignant en tant que personne? C'est exactement là qu'intervient cette idée de superviseur interne. Imaginez une sorte de boussole personnelle qui guide chaque décision, chaque interaction. C'est d'autant plus crucial dans des contextes comme en Tunisie par exemple, où il n'y a pas de charte éthique officielle écrite noir sur blanc. Dans ce cas-là, cette boussole intérieure, ce n'est plus juste un guide, ça devient l'outil de navigation indispensable. Alors voilà notre plan de route pour y voir plus clair. On va commencer par définir cette fameuse boussole. Ensuite, on plongera dans ses racines historiques. On regardera comment les lois modernes la façonnent, puis on découvrira les principes très concrets qui en découlent. Et enfin, on verra pourquoi tout ça est en fait absolument vital. Allez, on commence par le début. Cette boussole intérieure. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire l'éthique de l'enseignement? En fait, il faut voir ça comme un cadre qui permet à l'enseignant de se poser constamment les bonnes questions. L'objectif, c'est simple, prendre des décisions justes. Et pas seulement des décisions qui servent à l'apprentissage de l'élève, non. Des décisions qui construisent aussi des relations saines, que ce soit avec soi-même, avec les collègues et avec toute la communauté éducative. Pour vraiment saisir la force de cette idée, il faut faire un petit saut dans le passé. Parce qu'on va vite découvrir que cette réflexion, elle n'est pas nouvelle du tout. Bien au contraire, elle a des racines très profondes, notamment dans la culture arabo-musulmane. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que pour un penseur comme Ibn Khaldoun, au XIVe siècle, enseigner, ce n'était pas juste un métier. C'était carrément le moteur du progrès, la condition sine qua non à l'épanouissement des sciences, de la culture, bref, de la civilisation tout entière. Cette citation, elle est vraiment puissante. Ce que dit Ibn Khaldoun ici, c'est qu'un amour profond pour le métier est un prérequis. C'est cet amour qui donne la force de surmonter tous les obstacles, toutes les difficultés d'une profession qui est, on le sait, très exigeante. C'est un engagement total, qui mobilise toutes les énergies et les émotions. Et Ibn Khaldoun va encore plus loin avec un concept super intéressant, al-malaka. Attention, ce n'est pas juste le savoir, c'est une maîtrise qui est tellement profonde qu'elle devient une seconde nature. Pour lui, un enseignant doit être en quête perpétuelle de connaissances pour atteindre ce niveau. C'est une idée incroyablement moderne qui préfigure ce qu'on appelle aujourd'hui le développement professionnel continu. Bon, après ce petit voyage dans le temps, revenons à aujourd'hui. Comment est-ce que ces idées anciennes résonnent dans les cadres juridiques et sociétaux qui définissent la profession d'enseignant maintenant? Aujourd'hui, les sources de cette éthique sont assez variées. D'un côté, on a les textes juridiques, la Constitution qui garantit le droit à l'éducation, les lois qui fixent les devoirs, etc. Et de l'autre, il y a une force plus discrète mais tout aussi puissante, les valeurs et les coutumes de la société elle-même. Et c'est là qu'on touche à un paradoxe, particulièrement dans le contexte tunisien. La loi est très précise sur tous les aspects administratifs, la carrière, les tâches, mais elle est complètement silencieuse sur un code de déontologie formel. Le résultat? Eh bien, l'éthique repose presque entièrement sur la coutume et sur cette fameuse boussole intérieure. Alors très concrètement, quels sont les principes qui émergent de toutes ces sources, qu'elles soient historiques ou modernes? En gros, c'est quoi le plan d'action de l'enseignant éthique? Sur quoi repose cette boussole? Eh bien, tout part de qualités très personnelles. La sincérité, l'humilité, la patience et surtout cette capacité essentielle à se remettre en question. C'est vraiment le socle sur lequel tout le reste va être construit. C'est le caractère même de l'éducateur. Ensuite vient un principe absolument central, la justice. Et ça, c'est très concret. Premièrement, clarifier les règles pour tout le monde. Deuxièmement, garantir à chaque élève, sans exception, les mêmes chances de réussir. Et enfin, bien sûr, refuser toute forme de favoritisme. C'est la condition de base pour créer un environnement d'apprentissage sain et juste. Et toutes ces vertus personnelles, eh bien, elles se traduisent directement en devoirs professionnels au quotidien. Le respect inconditionnel de chaque personne, une écoute vraiment humaine, une intégrité à toute épreuve et, évidemment, une compétence toujours à jour. C'est ça, l'éthique en action, tous les jours. Mais au final, après avoir exploré l'histoire, les lois et les principes, on peut se demander pourquoi est-ce que tout cela est si important? Pourquoi cette éthique n'est pas une simple option, mais une nécessité absolue? C'est le point central. L'enseignement, ce n'est pas une industrie où on manipule des objets ou des données. La matière première, si on peut dire, c'est l'humain. Chaque décision, chaque interaction a un impact direct sur le développement, la construction d'un individu. La dimension éthique n'est donc pas une option, elle est le cœur même du métier. Et tout ça nous amène à une question essentielle pour l'avenir. Si cette boussole intérieure est si vitale, mais qu'elle n'est écrite nulle part dans un code officiel,
comment fait-on pour s'assurer qu'elle soit transmise aux futures générations d'enseignants? C'est peut-être ça le plus grand défi pour préserver l'âme même de cette profession.